Début 1944, terrain d'essai, Dayton, Ohio. Un pilote d'essai stabilisa sa main sur la manette des gaz du P-50 et un B-Mustang alors qu'il dépassait le réglage standard de puissance de guerre d'urgence. Le moteur rugit, tandis que la pression d'admission grimpait à 75 pouces de mercure, alimenté par un nouveau carburant expérimental désigné simplement comme grade 150. L'indicateur de vitesse balaya des chiffres qui représentaient la limite de ce que les chasseurs alliés avaient précédemment atteint. À 7600 mètres, le Mustang accélérait au-delà de 720 km par heure. Les ingénieurs d'essai au sol échangèrent des regards alors que la radio crépitait avec le rapport du pilote. Ce n'était pas une amélioration progressive, c'était une révolution enveloppée dans de l'essence d'aviation, teinte en violet, un avantage chimique si profond qu'il rendrait obsolètes toutes les hypothèses que la Luftwaffe entretenait sur les capacités des chasseurs américains. La guerre en Europe était sur le point de changer et le catalyseur n'était pas une nouvelle conception d'avion ou une innovation tactique brillante, mais plutôt un carburant qui permettait aux chasseurs existants de performer à des niveaux qui défiaient les attentes allemandes. Ce que la Luftwaffe ne savait pas encore, c'est que les chimistes américains et britanniques spécialistes des carburants avaient réalisé quelque chose que le programme de carburant synthétique du Troisième Reich ne pourrait jamais égaler. Alors que les chasseurs allemands luttaient avec le carburant B4 évalué à 91 octanes sur l'échelle de mélange pauvre et que leur meilleur carburant C3 approchait à peine l'équivalent du carburant allié grade 130, les raffineries américaines produisaient de l'essence d'aviation avec un indice de performance de 150. Les implications étaient stupéfiantes. Un P-51 Mustang, fonctionnant avec du carburant standard, grade 130, pouvait atteindre 700 km par heure à 7600 mètres. Le même avion, piloté par le même pilote à la même altitude, fonctionnant avec du carburant, grade 150, pouvait dépasser 720 km par heure. Les pilotes de chasse allemands qui avaient appris à respecter le rayon d'action et les performances en altitude du Mustang étaient sur le point de découvrir que les Américains avaient fondamentalement modifié l'équation du combat aérien. Le Messerschmitt Bf-109G, le chasseur de première ligne de la Luftwaffe début 1944, avait une vitesse maximale de 640 km par heure en altitude. Le Focke-Wulf 190 pouvait atteindre 655 km par heure dans des conditions optimales. Contre des Mustangs utilisant du carburant grade 130, les pilotes allemands pouvaient au moins tenter un engagement dans des conditions favorables. Contre des Mustangs utilisant du carburant grade 150, les chasseurs allemands opéraient avec un désavantage fondamental qu'aucune compétence de pilote ou ruse tactique ne pouvait surmonter. L'histoire de la naissance de cet avantage ne commence pas avec la guerre, mais avec le travail en temps de paix de chimistes pétroliers qui comprirent que l'indice d'octane mesurait la compression qu'un mélange air-carburant pouvait subir avant qu'une détonation spontanée ne se produise. Des taux de compression plus élevés signifiaient plus de puissance à chaque cycle de combustion. Plus de puissance signifiait des avions plus rapides et des plafonds opérationnels plus hauts. La science était simple, mais l'ingénierie requise pour produire du carburant d'aviation à haut indice d'octane à l'échelle industrielle était extraordinairement complexe. En 1940, alors que la guerre faisait déjà rage en Europe, la production américaine de carburant d'aviation se concentrait sur l'essence à 87 octanes. C'était adéquat pour l'aviation commerciale et les premiers avions d'entraînement militaire, mais terriblement insuffisant pour les avions de combat haute performance. Les Britanniques, désespérés pour tout avantage contre les effectifs supérieurs de la Luftwaffe, avaient travaillé avec des compagnies pétrolières américaines pour développer du carburant à 100 octanes, qui devint disponible juste à temps pour la bataille d'Angleterre. La différence fut immédiatement apparente. Les Spitfire et Hurricane britanniques, utilisant du carburant à 100 octanes, eurent soudainement 50 à 65 km par heure de plus en vitesse en altitude, et leur taux de montée augmentèrent de 150 à 300 mètres par minute. Les pilotes allemands, qui avaient bénéficié d'avantages de performance avec leur carburant de 91 à 100 octanes, se retrouvèrent soudainement à égalité. Le développement du carburant grade 130 constitua un autre bond en avant. Ce carburant, avec son indice de performance de 130 sur les réglages de mélange riche,
devint l'épine dorsale de la puissance aérienne alliée en 1943. Il alimentait les moteurs Merlin dans les Spitfire et les Mustang, les moteurs Allison dans les P-38 Lightning et les énormes radios Pratt & Whitney R2800 dans les P-47 Thunderbolt. La production monta rapidement en puissance sous la direction du pionnier de l'aviation, le général James Doolittle, qui avait travaillé sans relâche dans les années 1930 pour convaincre à la fois l'armée et les compagnies pétrolières d'investir dans le développement de carburants à haut indice d'octane. Début 1943, 17 raffineries alliées produisaient de l'essence d'aviation à haut indice d'octane en utilisant le procédé de craquage catalytique perfectionné par l'ingénieur immigré français Eugène Oudry. Les seules raffineries américaines produisaient des millions de gallons mensuellement, assez pour alimenter la massive offensive de bombardement contre l'Allemagne et les forces de chasse croissantes qui protégeaient ces bombardiers. La production de carburant allemande, en revanche, restait entravée par leur dépendance aux carburants synthétiques dérivés du charbon. Le procédé Bergius, qui convertissait le charbon allemand en essence d'aviation, était techniquement valide, mais lent et gourmand en ressources. Même au pic de production, l'Allemagne ne pouvait produire qu'une fraction du carburant à haut indice d'octane qui s'écoulait des raffineries américaines. La plupart des chasseurs allemands volaient avec du carburant B4 évalué à environ 91 octanes sur l'échelle de mélange pauvre. Leur carburant premium C3, utilisé principalement dans les Focke-Wulf 190 équipés du BMW 801 et certaines variantes de Messerschmitt, était à peu près équivalent au carburant allié grade 130, mais disponible en quantité bien plus limitée. Début 1944, peut-être 2/3 de la production allemande de carburant d'aviation était de grade C3, mais cela ne représentait toujours qu'une petite fraction de ce que les Alliés produisaient. Comprendre la performance du carburant nécessite de saisir un principe fondamental des moteurs à combustion interne. Les indices d'octane mesurent la résistance à la détonation. Lorsqu'un piston comprime le mélange air-carburant pendant la course de compression, la température et la pression augmentent considérablement. Si le carburant s'enflamme spontanément avant que la bougie d'allumage ne fasse étincelle, le résultat est une détonation, une explosion non contrôlée plutôt qu'une combustion contrôlée. La détonation crée des ondes de choc qui endommagent ou détruisent les composants du moteur. Des indices d'octane plus élevés signifient que le carburant peut résister à une compression plus élevée sans détonner. Les indices d'octane, par définition, ne peuvent excéder 100, car 100 octane signifie une résistance à la détonation équivalente à de l'iso-octane pur, la norme de référence. Les indices de performance mesurent à quel point un carburant peut performer mieux que l'iso-octane pur. Un carburant avec un indice de performance de 150 signifie qu'il peut supporter 50% de compression en plus que l'iso-octane pur avant de détonner. Créer un tel carburant nécessitait d'ajouter des composés antidétonants, principalement du tétraéthylplomb et un mélange minutieux d'hydrocarbures aromatiques comme le toluène et le xylène avec l'essence de base. Les chimistes britanniques du Royal Aircraft Establishment testèrent de nombreux mélanges tout au long de 1942 et 1943, cherchant la combinaison optimale de performances antidétonantes, de contenu énergétique et de praticité de fabrication. Les chercheurs américains à Wright Field menèrent des investigations parallèles, partageant les données avec leurs homologues britanniques. Début 1943, les deux nations avaient produit des lots expérimentaux de ce qu'elles désignèrent comme carburant grade 150. La désignation était quelque peu trompeuse, car elle impliquait un indice d'octane de 150, ce qui était chimiquement impossible. Ce que cela signifiait réellement était un carburant avec un indice de performance de 150 sur l'échelle de mélange riche combiné à une performance de 100 octanes sur l'échelle de mélange pauvre. Ce carburant, teint en violet pour une identification facile, subit des tests approfondis tout au long de 1943. Les résultats dépassèrent les attentes. Les moteurs Merlin, fonctionnant avec du carburant grade 150, pouvaient maintenir des lectures de pression d'admission de 75 pouces de mercure contre 67 pouces sur le carburant grade 130. Cela se traduisait directement par une augmentation de la puissance.
Un Packard Merlin F1000 657, le moteur qui équipait le P50 et un D Mustang généraient 1490 chevaux à la puissance militaire standard sur le carburant grade 130. Le même moteur fonctionnant avec du carburant grade 150 au réglage de puissance de guerre d'urgence générait 1720 chevaux. Dans le P51B, avec sa variante Merlin Fichin SS150-3, l'augmentation de puissance poussait la production à environ 1600 chevaux. Les essais en vol à Wright Field confirmèrent que les gains de performance étaient substantiels dans tous les régimes de vol. La vitesse maximale augmenta d'environ 40 à 50 km par heure en altitude. Le taux de montée s'améliora de plusieurs centaines de mètres par minute. Plus important encore, ces améliorations survenaient sans aucune modification de l'avion lui-même. Le même Mustang, volant un jour avec du carburant grade 130 et le lendemain avec du carburant grade 150, devenait sensiblement plus rapide et plus capable simplement grâce à ce qui circulait dans ses conduites de carburant. La décision d'introduire le carburant grade 150 dans les escadrilles de chasse opérationnelles fut prise début 1944. Le timing fut soigneusement considéré. La 8e Air Force, basée en Angleterre et menant des raids de bombardement stratégiques de jour profondément en Allemagne, subissait des pertes insoutenables. Malgré l'arrivée des premiers P-51 Mustang en décembre 1943, les forces de chasse allemandes infligeaient encore de lourdes pertes aux formations de bombardiers américains. Ce dont les planificateurs américains avaient besoin n'était pas seulement un chasseur d'escorte à long rayon d'action, mais un chasseur d'escorte si rapide que les intercepteurs allemands ne pourraient facilement ni s'échapper, ni refuser le combat dans des conditions défavorables. En mai 1944, les premières livraisons opérationnelles de carburant grade 150 arrivèrent en Angleterre. La distribution fut soigneusement contrôlée. Tous les groupes de chasse ne reçurent pas immédiatement le nouveau carburant. La 8e Air Force commença avec des escadrons sélectionnés, à la fois pour gérer la logistique d'approvisionnement et pour évaluer la performance au combat. La Royal Air Force britannique, qui avait été pionnière dans une grande partie des tests initiaux, commença également à équiper les escadrons de chasse avec le nouveau carburant. La priorité fut donnée aux unités chargées de missions d'interception à haute vitesse, en particulier celles qui chassaient les bombes volantes SAM, un allemande qui commençait à terroriser Londres en juin 1944. Le SAM-1 volait à environ 645 km par heure à basse altitude. Intercepter ces armes nécessitait des avions de chasse capables d'égaler ou de dépasser cette vitesse au niveau de la mer ou à basse altitude, où la densité de l'air réduisait la performance de tous les avions. Les Hawker Tempest et Spitfire 14 pouvaient à peine rattraper les V1. Les Mustang, utilisant du carburant standard, étaient à la limite. Les Mustang, utilisant du carburant grade 150, avaient une marge de vitesse suffisante pour intercepter de manière fiable. Le 18 juin 1944, le Major R. Turner du 356e Fighter Squadron détruisit une bombe volante F1 en faisant basculer son aile en utilisant le bout de l'aile de son P-51, démontrant une technique qui serait utilisée au moins 16 fois pendant la campagne. Cette manœuvre nécessitait une vitesse et une précision exceptionnelles pour positionner le bout de l'aile du chasseur à moins de 15 cm de la surface de l'aile du V1, puis utiliser le flux d'air pour faire dévier la bombe volante de sa trajectoire et la faire s'écraser. La première utilisation au combat généralisé du carburant, grade 150, par les pilotes américains de P-50 et 1 eut lieu en juin 1944, coïncidant avec l'invasion de Normandie. Les groupes de chasse de la 8e Air Force, chargés d'atteindre la supériorité aérienne au-dessus des plages du débarquement, effectuèrent des patrouilles aériennes de combat et des escortes de bombardiers en utilisant le nouveau carburant. Les pilotes de chasse allemands commencèrent à signaler des rencontres avec des Mustangs dont les performances dépassaient ce qu'ils avaient précédemment connu. Les officiers du renseignement de la Luftwaffe collectèrent des rapports de pilotes décrivant des chasseurs américains qui ne pouvaient être rattrapés dans aucun régime de vol, qui pouvaient accélérer et distancer facilement les intercepteurs allemands et qui semblaient avoir des réserves de puissance qui défiaient toute explication. Ces rapports furent initialement rejetés comme des erreurs de pilotes ou des exagérations.
Les pilotes de chasse allemands, raisonnaient les officiers du renseignement, étaient fatigués, en infériorité numérique, et faisaient face à des pertes croissantes. Leur rapport sur une performance supérieure des chasseurs américains était sûrement le résultat du stress et de la fatigue plutôt que de réelles augmentations de performance. Cette évaluation était fondamentalement erronée, mais la vérité ne deviendrait claire qu'après la guerre. Günther Rall, un as de la Luftwaffe avec 275 victoires, pour la plupart obtenues sur le front de l'Est, vola en mission de combat contre les chasseurs américains au-dessus de l'Allemagne en 1944. Après la guerre, dans des interviews menées dans les années 1970 et 1980, Rall parla de ses rencontres avec les Mustangs de la fin de la guerre. Il se souvint avoir été choqué par la performance des chasseurs américains durant la dernière année de la guerre. Rall, qui pilotera plus tard des chasseurs américains capturés, y compris le P-51, le P-47 et le P-38, nota que le Mustang en particulier l'avait impressionné par sa vitesse, sa capacité de monter et ses performances en haute altitude. Ce que Rall et d'autres pilotes allemands ne réalisèrent pas pendant le combat, c'est qu'ils faisaient face à un avion dont la performance avait été chimiquement améliorée au-delà de ses spécifications conçues, opérant à des réglages de puissance que les ingénieurs originaux du Mustang n'avaient jamais envisagés. Le moteur Merlin, conçu par Rolls-Royce et produit sous licence par Packard, avait été conçu avec une attention particulière portée aux limites thermiques, aux charges des paliers et aux marges de détonation. Faire fonctionner un moteur à des pressions d'admission plus élevées rapprochait tous ces paramètres de leurs limites. Ce qui rendait le carburant grade 150 révolutionnaire, c'est qu'il permettait au moteur de fonctionner à ces réglages extrêmes sans la détonation catastrophique qui aurait détruit les moteurs fonctionnant avec des carburants de grade inférieurs aux mêmes pressions d'admission. La chimie derrière cette capacité impliquait l'interaction complexe des molécules de carburant, des molécules d'air, de la chaleur et de la pression à l'intérieur de la chambre de combustion du moteur. Le tétraéthylplomb, le principal additif antidétonant, agissait en interférant avec les réactions chimiques en chaîne qui conduisaient à l'allumage spontané. Mais il y avait des compromis. Le tétraéthylplomb était toxique, nécessitant une manipulation prudente par les équipes au sol. Il laissait des dépôts sur les bougies d'allumage, les soupapes et les parois des cylindres, augmentant les besoins de maintenance. Le carburant grade 150, avec sa très haute teneur en plomb, accélérait ces problèmes de maintenance. Les groupes de chasse utilisant le nouveau carburant connurent des encrassements de bougies plus fréquents et une usure accélérée des cylindres. Les procédures de maintenance américaines s'adaptèrent rapidement. Les intervalles de remplacement des bougies furent raccourcis. Les inspections des cylindres devinrent plus fréquentes. Les calendriers de révision des moteurs furent ajustés. Les gains de performance furent jugés valoir la peine du fardeau de maintenance accru. Pour les pilotes, la transition vers le carburant grade 150 nécessita de nouvelles procédures opérationnelles. Les limites de pression d'admission furent relevées. Les pilotes devaient faire attention à ne pas suralimenter les moteurs, particulièrement à basse altitude, où la densité de l'air était la plus élevée. Plus significativement, les pilotes durent apprendre à gérer la consommation de carburant. Le carburant grade 150 fournissait plus de puissance, mais fonctionnait à la pression d'admission maximale, consommait le carburant rapidement. Les missions d'escorte vers Berlin et retour poussaient déjà le rayon d'action du Mustang à ses limites. Utiliser la pleine capacité du nouveau carburant signifiait une gestion minutieuse du carburant. Savoir quand utiliser la puissance maximale et quand réduire les gaz pour l'efficacité de croisière. Les rapports de combat de l'été et de l'automne 1944 documentent la transformation. Les groupes de chasse de la 8e Air Force équipés du nouveau carburant rapportèrent des ratios victoires-pertes plus élevés et une capacité accrue à intercepter les chasseurs allemands tentant d'attaquer les formations de bombardiers. Les chasseurs allemands, qui avaient pu auparavant effectuer des attaques rapides et cinglantes, puis s'échapper, se trouvèrent désormais incapables de distancer les Mustangs qui les poursuivaient. Le 6 août 1944, le lieutenant Hollis Bud Nallin du 357e Fighter Group, volant dans le cadre des missions Opération Frantic vers les bases aériennes soviétiques, rencontra des chasseurs allemands au-dessus de l'Europe de l'Est.
Pilotant son P-51D nommé Hells Bells et utilisant du carburant grade 150, Nalin engagea un Messerschmitt Bf-109 piloté par le Hauptmann Georg Schack. Dans le combat qui s'ensuivit, l'avantage de vitesse de Nalin s'avéra décisif. Il se rapprocha rapidement de l'appareil de Schack et tira une rafale qui endommagea le système de refroidissement du chasseur allemand. À court de carburant et de munitions après l'engagement, Nalin interrompit la poursuite et fit un signe de la main au pilote allemand avant de retourner à ses missions d'escorte. Schack parvint à poser son appareil endommagé sur le ventre près des lignes allemandes. Pendant 40 ans, Schack se demanda pourquoi le pilote américain ne l'avait pas achevé, ne réalisant jamais que Nalin avait cru n'avoir qu'endommagé plutôt qu'efficacement détruit l'appareil. Lorsque des historiens mirent plus tard en relation les deux pilotes et organisèrent une rencontre en Allemagne, Schack reconnut que le Mustang américain avait démontré des performances qui dépassaient tout ce qu'il avait rencontré auparavant. La vitesse à laquelle Nalin s'était rapproché et les réserves de puissance évidentes lors de l'engagement avaient été différentes des combats précédents avec les chasseurs américains. L'effet psychologique sur les pilotes de la Luftwaffe fut significatif. Déjà en infériorité numérique et faisant face à des effectifs alliés supérieurs, ils devaient maintenant affronter des chasseurs américains qui semblaient avoir des marges de performance illimitées. Leurs options tactiques se réduisirent considérablement. Ils pouvaient tenter des attaques massives, espérant que le seul nombre submergerait les escortes. Ils pouvaient refuser le combat entièrement, préservant leurs avions et leurs pilotes. Ou ils pouvaient engager le combat et être probablement abattus par des Mustangs qui étaient plus rapides, plus maniables et pilotés par des Américains qui devenaient de plus en plus confiants et agressifs. Le Reichsmarschall Hermann Göring, commandant de la Luftwaffe, aurait fameusement déclaré en voyant des P-51 Mustang au-dessus de Berlin qu'il savait que la guerre était perdue. Ce commentaire reflétait le dilemme stratégique de la Luftwaffe. Le long rayon d'action des Mustangs signifiait qu'aucun endroit en Allemagne n'était à l'abri des bombardements américains de jour. L'introduction d'un carburant supérieur à mi-1944 approfondit cette crise. Le renseignement technique de la Luftwaffe obtint finalement des échantillons du carburant allié grade 150 à partir de réservoirs largables capturés ou d'avions écrasés. Les chimistes allemands analysèrent les échantillons et confirmèrent ce que les pilotes de la Luftwaffe avaient rapporté. Les Américains avaient développé de l'essence d'aviation avec des caractéristiques de performance au-delà de tout ce que les usines de carburant synthétique allemandes pouvaient produire. Certaines sources allemandes suggérèrent que le carburant C3 de fin de guerre approchait des indices de performance de 150, mais la production était limitée et la qualité inconstante. Le bombardement allié des usines de carburant synthétique allemandes, particulièrement les raids sur Leuna et autres installations majeures en mai et juin 1944, contraignit encore plus la production de carburant allemande. Fin 1944, la Luftwaffe rationnait le carburant. Les unités de chasse recevaient la priorité, mais même elles opéraient sous de strictes contraintes. La formation des nouveaux pilotes fut sévèrement réduite. De nombreux pilotes allemands arrivèrent dans les unités opérationnelles avec une expérience de vol minimale comparée aux pilotes américains, qui avaient typiquement plusieurs centaines d'heures de formation avant d'entrer en combat. Entre janvier et mai 1944, avant l'introduction généralisée du carburant grade 150, les bombardiers américains subirent des taux de perte d'environ 3 à 6% par mission. C'étaient des pertes soutenables, mais douloureuses. Entre juin et décembre 1944, après l'introduction du carburant grade 150 et l'obtention de la supériorité aérienne, les taux de perte chutèrent à moins de 2% par mission. Les victoires des chasseurs augmentèrent dramatiquement. Les groupes américains de P-51 à travers les 8e, 9e et 15e Air Force revendiquèrent approximativement 4950 avions allemands détruits en combat aérien entre fin 1943 et mai 1945, une part significative de ces victoires survenant après juin 1944. Le corps de pilotes allemands, qui était entré en 1944 avec une expérience substantielle malgré de lourdes pertes sur le front de l'Est, fut systématiquement détruit. Au jour J,
Le 6 juin 1944, seuls 2 avions de la Luftwaffe apparurent au-dessus des plages de Normandie. La Luftwaffe possédait encore des milliers de chasseurs, mais manquait de carburant, de pilotes entraînés et de flexibilité tactique pour les utiliser efficacement. Les spécifications techniques du carburant grade 150 méritent un examen. L'indice d'octane en mélange pauvre de sang du carburant signifiait qu'il résistait à la détonation aussi bien que l'isooctane pur lorsque les moteurs fonctionnaient à des réglages de puissance de croisière. L'indice de performance en mélange riche de 150 du carburant signifiait qu'il pouvait supporter 50% de compression en plus que l'isooctane lorsque les moteurs fonctionnaient à puissance maximale. Cette combinaison permettait aux pilotes de croiser efficacement pour un rayon d'action maximal, puis de passer à des mélanges riches à haute puissance pour le combat, confiant que le moteur ne détonnerait pas, même à des pressions d'admission extrêmes. Les procédures de manipulation du carburant grade 150 nécessitaient des précautions spéciales en raison de la haute teneur en tétraéthylplomb. Les équipes au sol portaient un équipement de protection lors du ravitaillement des avions. Les déversements étaient nettoyés immédiatement pour éviter l'empoisonnement au plomb. Les camions-citernes et les réservoirs de stockage étaient clairement marqués pour empêcher le mélange accidentel des grades de carburant. Malgré ces précautions, le bilan de sécurité était bon. Les accidents industriels étaient rares. La transition dans les escadrons opérationnels nécessita la formation des pilotes. Les pilotes reçurent des briefings sur les propriétés du nouveau carburant et les procédures opérationnelles mises à jour des moteurs. Les limites de pression d'admission furent relevées. Les directives opérationnelles spécifièrent quand et comment utiliser les réglages de puissance maximale. Les avions ne nécessitaient aucune modification. Les moteurs, les systèmes de carburant et tous les composants étaient compatibles avec les 2 grades. Cette compatibilité simplifia la logistique et les opérations. Les statistiques de production racontent une histoire de mobilisation industrielle à une échelle que l'Allemagne ne pouvait égaler. Entre mai 1944 et avril 1945, la 8e Air Force consomma plus de 200 millions de litres de carburant grade 150. La production alliée dans toutes les raffineries dépassa probablement 750 millions de litres pendant son utilisation opérationnelle. Chaque litre nécessitait une infrastructure de raffinage, des additifs chimiques, y compris du tétraéthylplomb toxique, des tests de contrôle qualité, un transport vers l'Europe, un stockage dans des installations sécurisées et une distribution à des douzaines de terrains d'aviation. La capacité industrielle américaine en 1944 opéra à des niveaux qui semblaient presque miraculeux. Les usines produisaient des bombardiers par milliers, des chasseurs par dizaines de milliers. Les chantiers navals lançaient des Liberty Ships plus vite que l'Allemagne ne pouvait les couler. Les raffineries de pétrole produisaient de l'essence d'aviation en quantité qui dépassait la production totale de carburant de l'Allemagne, tous grades confondus. Cela résultait de décennies de développement industriel, de vastes ressources naturelles, d'une patrie protégée à l'abri des bombardiers ennemis et d'une main-d'œuvre qui incluait des millions de femmes qui prirent des emplois en usine pour soutenir l'effort de guerre. La Royal Air Force utilisa le carburant grade 150 extensivement dans les opérations de chasse au-dessus de l'Europe. Les escadrons britanniques volant sur Spitfire 14, Tempest 5 et Mustang 3 et 4 reçurent une allocation prioritaire du nouveau carburant. Les pilotes de la RAF rapportèrent des améliorations de performance similaires à celles vécues par les pilotes américains. Le Tempest, déjà l'un des chasseurs à moteur à piston les plus rapides en service, devint encore plus redoutable. Les escadrons de Tempest obtinrent un succès remarquable contre les bombes volantes 21. Entre juin et septembre 1944, les Tempest du 150e Wing de la RAF abattirent 638 bombes volantes, le numéro 3 squadron à lui seul en revendiquant 305. Le squadron leader, Joseph Berry, abattit 59 V1. L'AS belge, squadron leader Remy Van Lierde, en détruisit 44 et le Wing Commander, Roland Bimon, en détruisit 31. Les intercepteurs suivants les plus réussis furent le Mosquito avec 623 victoires, le Spitfire 14 avec 303 et le Mustang avec 232.
La marge de performance s'avéra précieuse dans tous les rôles. L'efficacité au combat du carburant, grade 150, fut prouvée à plusieurs reprises de fin 1944 à début 1945. Les groupes de chasse qui reçurent le nouveau carburant rapportèrent des revendications de victoires accrues et des pertes réduites. En mars 1945, pratiquement toutes les unités de P-51 utilisaient le carburant. Les rapports de combat de cette période montrent des résultats écrasamment unilatéraux. Les chasseurs allemands défiaient rarement les formations alliées efficacement. Quand ils se battaient, ils subissaient généralement de lourdes pertes. En avril 1945, les missions au-dessus de l'Allemagne ne rencontraient souvent aucune opposition aérienne. La Luftwaffe était finie, détruite par l'attrition, les pénuries de carburant et l'élimination systématique des pilotes expérimentés qui ne pouvaient être remplacés. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitula. La guerre aérienne au-dessus de l'Europe se termina avec une suprématie aérienne alliée absolue. Cette suprématie avait de nombreuses causes. Le long rayon d'action du P-50 et un Mustang était crucial. La formation des pilotes américains était excellente. La supériorité numérique alliée était écrasante. Mais l'avantage du génie pétrolier que le carburant grade 150 fournissait était significatif. L'essence teinte en violet transforma de bons chasseurs en chasseurs exceptionnels, donna confiance aux pilotes alliés et représenta la puissance technologique et industrielle accumulée de nations qui pouvaient surpasser en production, en innovation et finalement en endurance leurs adversaires. La vitesse compte dans le combat aérien. Un chasseur plus rapide peut choisir quand engager et quand s'échapper. Un chasseur plus rapide a une flexibilité tactique que des adversaires plus lents n'ont pas. Quand les chasseurs américains devinrent sensiblement plus rapides grâce à la combinaison d'une excellente conception de cellules et d'un carburant supérieur, les options tactiques de la Luftwaffe se réduisirent considérablement. Le contraste entre les situations allemandes et alliées fin 1944 et début 1945 était frappant. Les chasseurs alliés pouvaient voler en multiples missions de combat quotidiennes, limitées seulement par la fatigue des pilotes et la maintenance des avions. Les chasseurs allemands restaient souvent cloués au sol par manque de carburant. Quand ils volaient, ils opéraient sous de strictes mesures de conservation de carburant qui limitaient leur capacité au combat. Un pilote allemand qui brûlait trop de carburant au combat pouvait ne pas en avoir assez pour retourner à sa base. Un pilote allié pouvait utiliser la pleine puissance quand nécessaire, confiant que des réserves de carburant adéquates existaient pour le vol de retour. Cette flexibilité opérationnelle avait des implications stratégiques. Les chasseurs alliés pouvaient maintenir des patrouilles permanentes, réagir aux menaces agressivement et soutenir les opérations en continu. Les chasseurs allemands devaient choisir soigneusement leur moment, conserver le carburant rigidement et souvent rompre le combat, non pas parce qu'ils perdaient, mais parce qu'ils manquaient de carburant. Les pilotes de la Luftwaffe volaient en sachant que chaque sortie pouvait être leur dernière. Pas parce qu'ils pouvaient être abattus, mais parce qu'il pourrait ne pas y avoir de carburant pour une autre mission. Les pilotes alliés, en revanche, volaient avec une confiance née d'une supériorité matérielle. Ils savaient que leurs avions étaient rapides, que leur carburant était abondant, que leur système de soutien était robuste. Cette confiance se traduisait par des tactiques plus agressives, de meilleurs résultats au combat et des taux de survie plus élevés. L'histoire du carburant grade 150 est une histoire de guerre industrielle. La victoire appartenait au camp qui pouvait produire non seulement plus d'avions, mais des avions aux performances supérieures. Pas seulement du carburant adéquat, mais du carburant supérieur. Pas seulement des pilotes entraînés suffisants, mais un surplus écrasant de pilotes bien entraînés, soutenus par une base industrielle qui pouvait remplacer les pertes plus vite que l'ennemi ne pouvait les infliger. Les chimistes américains et britanniques, spécialistes des carburants, travaillant dans des laboratoires et des raffineries, ne volèrent jamais en mission de combat au-dessus de l'Allemagne. Ils ne firent jamais face à la flak ou à des chasseurs ennemis, mais leur travail, mesuré en indices de performance et en lecture de pression d'admission, aida à décider qui contrôlait le ciel au-dessus de l'Europe en 1944 et 1945. Chaque fois qu'un pilote de P-51 poussait sa manette des gaz vers l'avant et sentait son Mustang s'élancer avec une puissance que les chasseurs allemands ne pouvaient égaler,
Ils bénéficiaient d'une ingénierie chimique qui transformait le pétrole brut en un carburant qui rendait l'exceptionnel routinier. Les planificateurs allemands avaient supposé que les chasseurs américains performeraient dans des paramètres prévisibles basés sur la conception des avions et les capacités standards du carburant. Ce qu'ils rencontrèrent à la place étaient des chasseurs dont la performance dépassait leurs calculs, soutenus par une infrastructure de production de carburant si vaste et sophistiquée qu'elle représentait une capacité industrielle que l'Allemagne ne pouvait contrer. Au printemps 1945, alors que les armées alliées submergeaient l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, la Luftwaffe avait effectivement cessé d'exister en tant que force de combat cohérente. Quelques unités volaient encore, souvent avec à peine assez de carburant pour une seule sortie. Les chasseurs à réaction comme le Me-262 représentaient un bond technologique en avant, mais ils arrivèrent trop tard et en trop petit nombre, handicapés par les pénuries de carburant et l'absence de pilotes expérimentés qui avaient été systématiquement détruits au combat. Le bilan final montre l'effet cumulatif des avantages alliés. Les groupes américains de P-51 à travers tous les théâtres effectuèrent des centaines de milliers de sorties de chasse. Ils revendiquèrent approximativement 4 950 avions ennemis détruits en combat aérien et 4 131 autres détruits au sol. Ces chiffres représentaient non seulement des avions détruits, mais aussi des pilotes tués, de l'expérience perdue et une capacité industrielle allemande gaspillée à construire des remplacements qui étaient eux-mêmes détruits avant d'avoir un effet stratégique. Le carburant grade 150 n'était pas seul responsable de ce résultat, mais c'était un facteur contributif significatif. Il représentait la marge de supériorité qui faisait la différence entre un combat serré et une victoire décisive. Les 720 km/h qu'un P-51 correctement suralimenté pouvait atteindre représentaient non seulement la vitesse, mais aussi la supériorité technologique et la capacité industrielle. C'est ce que les planificateurs allemands n'avaient pas anticipé. Que les chimistes et ingénieurs pétroliers américains, travaillant loin de tout champ de bataille, pourraient créer une arme aussi efficace que n'importe quel canon ou bombe. Que de l'essence teinte en violet pouvait influencer le combat aérien aussi sûrement que des tactiques supérieures ou un meilleur entraînement. Que la clé de la suprématie aérienne sur l'Europe en 1945 impliquerait les taux de compression des moteurs à piston, les propriétés antidétonantes des hydrocarbures aromatiques et les indices de performance des carburants d'aviation qui dépassaient tout ce que l'Allemagne pouvait produire. Les P-51 Mustang, qui volaient au-dessus de Berlin début 1944, étaient des avions remarquables. Les P-51 Mustang, qui volaient au-dessus de Berlin début 1945, étaient les mêmes avions, mais ils étaient alimentés par un carburant qui les rendait plus rapides, plus puissants et plus efficaces. Cette différence, mesurée en indice d'octane et en notation de performance, en lecture de pression d'admission et en indicateur de vitesse, était l'une des nombreuses différences qui décidèrent qui gagnerait la guerre pour le ciel européen. Dans cette décision résidait le sort de l'Allemagne nazie et la démonstration de la puissance industrielle alliée exprimée comme un liquide violet pompé dans les réservoirs de carburant, brûlé dans des moteurs puissants et transformé en victoire, une mission de combat à la fois.